Bienvenue dans le podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures et préparez-vous pour un récit haut en couleurs. Prêt pour le décollage ? Nous rejoignons l'Afrique du Sud où nous attendent deux volontaires, Blandine et Laure. En mission ensemble, elles ont cependant vécu des expériences bien différentes. Le mois dernier, nous écoutions le témoignage de Laure. Aujourd'hui, la parole est à Blandine. Bonjour Inès, bonjour à tous. Donc je suis Blandine, je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai été envoyée en mission en Afrique du Sud de 2018 à 2020 par Fidesco. J'étais à Little Eden, donc c'est une ONG qui est située à Johannesburg, qui accueille des personnes en situation de handicap. Souvent quand les personnes sont enfants, elles arrivent au centre et puis souvent elles restent jusqu'à l'âge adulte. C'est des personnes qui ne peuvent pas rester chez elles du fait de leur handicap parce que les logements ne sont pas forcément adaptés, donc elles sont accueillies nuit et jour tout au long de leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mission parce que c'est des souvenirs très frais puisque je suis retournée il y a quelques mois en Afrique du Sud sur mon lieu de mission. J'étais en troisième année de formation d'éducatrice spécialisée quand justement la question s'est posée de qu'est-ce que je fais après mon diplôme. J'avais deux choix, je rêvais de partir en mission avec Fidesco. Quand la question s'est posée, je me suis dit, soit je reste en France sur mon lieu de stage en tant qu'éducatrice spécialisée, soit je pars en mission. Donc, j'ai contacté Fidesco que j'ai rencontré et puis j'ai pu faire les sessions de discernement. Et suite à ça, mon employeur m'a proposé de rester en France et de travailler avec l'association dans laquelle j'étais en stage. Ce que j'ai vraiment compris à travers cette proposition, c'est que le Seigneur me donnait vraiment le choix sur qu'est-ce qui me rendrait le plus heureuse, mais sans m'obliger à quoi que ce soit. Donc voilà, c'est là où j'ai dû rechoisir une seconde fois la mission en me disant, voilà, ma place est vraiment en mission avec Fidesco. Alors c'est vrai qu'avec Fidesco, on ne choisit pas du tout son lieu de mission et que comme beaucoup de futurs volontaires, je pense que je m'imaginais dans la brousse. Alors à la fois avec le discernement, je n'imaginais plus rien en fait aussi en même temps parce que c'est vraiment ce qu'on nous apprend en discernement. Mais l'Afrique du Sud, c'est le seul pays du monde que j'avais visité. J'avais très peu voyagé dans ma vie et quand j'ai reçu mon lieu de mission, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. À la fois, j'étais contente parce que je connaissais le lieu et c'était très rassurant pour moi. Et en même temps, je me disais, mais il y a tellement de choses à découvrir dans le monde. Pourquoi là-bas ? Mais en même temps, c'est très différent d'être touriste et de vivre sur place 2 ans. Donc ouais, j'étais très heureuse et c'est un pays vraiment que j'aime de tout mon cœur. Quand j'étais touriste la première fois, je me rendais pas forcément compte de l'insécurité. Aussi parce que j'étais en famille. Et qu'on a eu beaucoup de briefings à la fois de la part de Fidesco et à la fois de la part de Little Eden sur place sur les questions d'insécurité auxquelles je n'avais pas confiance avant. Quand on est arrivé du coup à Johannesburg, un responsable de Little Eden est venu nous chercher à l'aéroport avec les volontaires françaises qui étaient déjà sur place. Je pense qu'on était complètement déphasés. On était à la fois, on avait envie de tout découvrir et à la fois on était épuisés. Par, je pense, plus les émotions que le voyage en soi. Et on était... Oui, c'était beaucoup de démarches administratives au début, les signatures de contrats avec le partenaire local, les démarches à la banque, pour ouvrir un compte bancaire, les démarches pour ouvrir une ligne téléphonique, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt un souvenir administratif avant la découverte réelle. Aussi, ce qu'on a fait le premier jour, c'est qu'on a visité Little Eden, qui est du coup un grand centre qui accueille 150 résidents sur le site où on était. Ça me paraissait énorme. J'avais l'impression que tout se ressemblait. Vous voyez une masse de gens sans percevoir réellement les visages. Je pense que j'étais aussi assez heurtée par les déformations physiques des résidents, des cris, parce que les enfants et les adultes ne pouvaient pas s'exprimer verbalement. Donc c'était beaucoup de bruit, des odeurs, parce que du coup c'est un centre médical. C'est ça qui m'a beaucoup marquée. L'Afrique du Sud, c'est un pays marqué par l'apartheid. C'est une histoire très récente. On en voit encore les séquelles aujourd'hui, les différences de niveau de vie des personnes. C'est un pays aussi où il y a 11 langues officielles. Donc Johannesburg étant une grande ville, réunit un peu toutes ces langues, toutes ces cultures différentes, ce qui donne une culture de Johannesburg très riche. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. En fait, dans chaque province, il y a une langue dominante et une culture dominante. Ce qui fait que, comme beaucoup de personnes viennent travailler en ville
À Johannesburg, c'est autant de personnes, donc autant de cultures différentes. Un peu comme à Paris qui réunit tous les départements de France, sauf qu'en France, on a une langue officielle. Et à Johannesburg, en fait, chaque personne parle sa langue, ce qui fait que certaines personnes comprennent les 11 langues, d'autres non. Il y a aussi une langue de la rue qui s'est développée, en fait, avec un mélange de toutes ces langues de l'Afrique du Sud. Avec mes collègues, au début, j'étais intéressée pour apprendre leur langue, mais je pense que j'avais pas conscience de toute la richesse qu'on pouvait trouver à Johannesburg. Et donc, naïvement, au début, je leur demandais, par exemple, comment on dit cet objet-là. Et à chaque fois, un collègue me disait un mot différent. Donc, j'ai vite compris qu'ils parlaient pas forcément la même langue, et j'ai mis du temps aussi à pouvoir repérer quel collègue parlait quelle langue. Donc, c'était un challenge aussi de choisir quelle langue je vais apprendre, parce que je pouvais pas apprendre. Bon, déjà, il fallait que j'apprenne l'anglais, c'était le premier challenge. Puis après, une langue particulière à l'Afrique du Sud. J'ai appris le Sotho parce que Mamsé, qui était la responsable de la section dans laquelle j'étais affectée au tout début, quand je suis arrivée à l'Italie d'Eden, parlait Sotho. Donc, c'est elle qui m'a appris. Et comme le Sotho, on pouvait le trouver sur Google Traduction, pour moi, c'était plus simple pour l'apprendre aussi. J'ai été envoyée en mission avec Laure, ma binôme. J'ai eu de la chance de pouvoir partir avec elle et revenir avec elle en France. Donc, on a vraiment vécu les 2 années pleinement ensemble. On ne se connaissait pas avant l'annonce de notre lieu de mission, parce qu'on a été dans des sessions de discernement différentes. On a eu beaucoup de chance d'être envoyés ensemble parce qu'on avait le même âge. On finissait nos études en même temps, on avait globalement les mêmes aspirations à la mission et à la vie toutes les deux, ce qui a fait qu'on s'est bien entendus. Mais aussi, souvent tout le monde nous dit qu'on a eu de la chance, oui, mais aussi on a fait en sorte que ça se passe bien. On a partagé beaucoup de choses ensemble, à la fois, la chance c'est qu'on était sur le même lieu de mission, donc on travaillait ensemble. Et puis après, on a pu développer nos amitiés à l'extérieur ensemble, ce qui nous permettait aussi d'aller à la rencontre de personnes plus facilement que si on avait été toute seule, je pense. Au-delà du partage, on a aussi appris à s'écouter, chose que je ne savais pas du tout faire, je pense. Et aussi de voir que chaque chose du quotidien pouvait impacter l'autre. Par exemple, j'ai tendance à partir très en retard du travail. Je ne voyais pas forcément que ma binôme était épuisée par ces petits gestes de toujours partir 20 minutes en retard, une heure en retard. Donc, c'est vraiment la communication qui nous a permis de pouvoir avancer et de chacune faire des efforts sur des points de la vie quotidienne. Et je pense que j'ai eu aussi... on a été bénis parce que on avait une grande confiance. Je pouvais à la fois m'appuyer sur elle professionnellement, humainement et spirituellement, ce qui était très riche dans la mission. Après, on avait aussi nos activités séparément. Par exemple, on pouvait aller courir l'une et l'autre séparément ou ensemble. Laure était inscrite à la danse. On faisait du scoutisme, donc on n'était pas forcément aussi... on faisait les choses ensemble, mais avec des amitiés différentes aussi avec chaque personne. Je pense que la mission nous a beaucoup soudés dans cette amitié. Je pense que c'est rare d'avoir l'occasion de connaître aussi bien une personne. Et ça permet de rentrer d'entrer dans le vrai, dans les discussions profondes très rapidement aussi, parce qu'on vit des choses très riches en mission. Donc Laure, ça a été une amitié très forte. Et il y a aussi d'autres amitiés sur le terrain qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont portée tout au long de la mission, mais aussi aujourd'hui, en fait. Donc, par exemple, Tato, c'est un ami qu'on a rencontré quand j'étais en train d'acheter un vélo. Tato, il était vendeur chez Decathlon, donc très original pour des Français, et il nous a vite démasqués par notre accent, ce qu'il nous a dit en rigolant, vous avez le même accent que mon boss. Et en même temps, il a compris aussi qu'on restait pas derrière nos grilles et qu'on avait envie de rencontrer vraiment chaque habitant de l'Afrique du Sud, de Johannesburg. Et du coup, il nous a donné son numéro de téléphone pour qu'on puisse aller chez lui. Et en même temps, une fois qu'on est parti du magasin, on n'a pas du tout osé le recontacter, à la fois pour des questions de sécurité, de méfiance. C'était juste un vendeur, on ne savait pas qui il était réellement. Et quelques jours plus tard, on est allé pour un dîner. Donc, c'était un braai chez un ami qui est scout. Un braai, c'est
un plat traditionnel, enfin un barbecue traditionnel d'Afrique du Sud. Et là-bas, on a rencontré Paul qui était en stage chez Decathlon. Et quand on lui a demandé s'il connaissait Tato, il a vraiment crié dans tous les sens en disant « Mais oui, mais bien sûr, Tato, c'est le meilleur gars du monde ». Et donc voilà, c'était on a pu appeler Tato et le re-rencontrer une seconde fois, donc ce qui est assez improbable quand même dans une aussi grande ville. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment le rencontrer. Et au fur et à mesure, c'est vraiment lui qui a eu... Enfin, peut-être aussi parce qu'il avait l'habitude de côtoyer des étrangers au magasin, mais de vraiment pouvoir expliquer la culture de son pays, de vouloir nous montrer, de nous apprendre le Soutou aussi. Et Tato, ça veut dire amour en Soutou. En Afrique du Sud, c'est traditionnel, les noms signifient quelque chose et représentent chaque personne. Et c'est vrai que pour lui, c'est réel, en fait. C'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt et rencontrer l'amour en personne, quoi. C'est une personne qui donne tout, qui est en même temps très simple, qui a toujours eu soif de nous faire découvrir sa vie, ses traditions, mais de manière simple, sans artifice, sans faux semblant. Voilà. Après, comme tradition, ça peut être aussi, par exemple, une fois, il était au dîner chez nous et puis il verse quelques gouttes de sa bière par terre dans le jardin. Et donc, je le regarde, je dis rien et puis je me pose des questions quand même. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, du coup, on lui a demandé pourquoi il faisait ça et il nous a dit que c'était pour ses ancêtres. Voilà, c'est une tradition que beaucoup de Soutous font, peut-être d'autres cultures d'ailleurs, qu'on voit pas forcément au quotidien, en fait. Il suffit qu'on détourne le regard à ce moment-là pour pas qu'on s'aperçoive de ce genre de choses. Ou alors, en Afrique du Sud, les étoiles sont vraiment très lumineuses, parce qu'il y a moins d'éclairage peut-être qu'en Europe, donc on a vraiment un ciel magnifique. Et nous, on regardait tout le temps les étoiles, mais parce qu'on aime ça. Et Tato, il regardait toujours le sol. Et en fait, il nous a appris qu'il pouvait pas le faire. Voilà, c'est des traditions comme ça qu'on peut pas forcément remarquer au quotidien, mais dès qu'on rentre un peu dans une amitié où on passe plus de temps ensemble, on s'aperçoit de différences comme ça. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu aussi inviter Tato à Little Eden, parce qu'en fait, à la fois, lui nous faisait découvrir son pays, mais à la fois, nous, on a pu aussi lui faire découvrir certaines parties de notre vie qui faisaient partie de son pays. Donc, il a pu venir à Little Eden. Il était aussi très marqué par la rencontre avec les résidents. On a pu aussi l'inviter à Soweto, donc c'est un quartier très pauvre de Johannesburg, notamment Kliptown, où justement lui, il vit pas du tout dans un quartier riche, loin de là. Mais en fait, dès qu'on sort dans un autre quartier, on découvre d'autres choses et il avait sûrement ses habitudes. Et le fait de lui faire découvrir d'autres choses, c'était très riche à la fois pour lui et à la fois pour nous. Parce qu'à la fois, il nous expliquait certaines choses et puis à la fois, il pouvait aussi déconstruire ce qu'il pensait de certains quartiers. Voilà. Mais il a été très marqué par la pauvreté. Pourtant, lui venait d'un quartier pauvre. Mais je pense que quand ça fait partie de son environnement quotidien, on s'en rend pas forcément compte. Et dès qu'on change de quartier, on peut être plus marqué par ça. Et aussi, on lui a fait découvrir certaines randonnées. Et c'était très drôle parce que beaucoup de Sud-Africains qui n'auront sûrement pas l'occasion de venir à Paris dans leur vie ont des représentations sur ça, tout comme nous, on a des représentations quand on part en mission. Et donc, on les avait... on avait emmené... on avait proposé à Mpo et Tato de venir en randonnée avec nous. Et au moment de voir une cascade qui était magnifique en pleine nature, ils nous disent « Dites-nous que ça ressemble à Paris ». Parce qu'en fait, pour eux, Paris, c'est beau. Sauf qu'en fait... En termes de beauté, tout est relatif. L'architecture de Paris est magnifique. Mais ça n'a rien à voir avec Paris. En fait, c'est la nature. On leur disait, mais non, c'est votre pays, en fait, qui est magnifique. C'est pas... Paris, c'est beau, mais c'est ici que c'est beau. C'est maintenant, quoi. Donc, c'était à la fois un échange de... Lui nous a montré énormément de choses en Afrique du Sud, nous a fait découvrir sa culture, mais on a pu aussi leur faire découvrir leur pays. Quand je suis arrivée en mission, le matin quand on arrivait, ce qui nous a été beaucoup transmis par Marie, une volontaire qui était là avant nous, c'est de dire bonjour à chaque résident de manière individuelle pour avoir ne serait-ce qu'un seul moment,
même d'1 minute avec chaque résident, ce qui nous permettait à la fois de prendre un moment particulier avec chaque personne, de pouvoir aussi, certains les repositionner dans leur fauteuil roulant, enfin d'avoir une observation assez globale aussi de comment ça va aujourd'hui, personnellement et aussi globalement dans la section. Voilà, d'avoir ce moment privilégié avec chaque personne. Et ensuite, on avait des salles, qu'on appelait des salles de thérapie, où on pouvait prendre à la fois individuellement les résidents en session, en fonction de leurs besoins, et à la fois aussi de pouvoir faire des groupes de manière plus collective en fonction des capacités, des compétences de chacun et de leurs envies. Voilà. Donc c'était à la fois, c'était beaucoup d'animation, de l'éducation spécialisée, c'était aussi on leur faisait beaucoup de positionnement en fauteuil roulant, de rééducation. Voilà. Après, mes collègues qui travaillaient dans les sections étaient aides-soignants, sont aides-soignants. Donc, eux, ils s'occupaient vraiment du quotidien de chaque personne, c'est-à-dire les douches, les soins, de leur donner aussi leur repas, chaque repas, parce qu'ils avaient besoin d'aide pour ça. Et nous, on était plus présentes à la fois pour le développement des compétences de chaque enfant. Donc, par exemple, certains leur apprendre à manger seuls quand ils le pouvaient, et à la fois un rôle de présence auprès de nos collègues. À la fois de présence au quotidien, enfin de soutien moral et physique quand il y avait aussi besoin d'aide, mais à la fois aussi de formation auprès de nos collègues. Ce qui est drôle avec Fidesco, c'est que on parlait tout à l'heure de est-ce que j'étais surprise du pays. J'étais surprise de la mission puisque j'avais dit tout sauf le handicap à Fidesco. Parce que à la fois je suis formée pour, c'est simplement que j'avais moins d'expérience dans le handicap puisque j'avais fait un stage de 2 mois à l'Arche et que j'avais beaucoup plus d'expérience dans le Rocher en prévention spécialisée et aussi auprès de personnes qui n'ont pas de logement. Donc ça, c'était assez surprenant pour moi et en même temps, je me suis dit, on a besoin de moi là-bas et je suis formée pour et normalement compétente pour. Après, en Afrique, l'avantage de la mission, si on peut parler d'avantage, c'est que j'ai vraiment appris à déconstruire tout ce que j'ai appris à l'école aussi, parce qu'avec ma vision de française, d'européenne, avec des moyens, en fait, je savais faire en arrivant en mission. J'ai appris que je ne savais pas faire. J'ai aussi appris que mes collègues pensaient que je savais faire parce que j'étais blanche, parce que je venais d'Europe, parce que j'avais fait des études, alors qu'en fait, eux connaissaient les résidents beaucoup mieux que moi. Donc, quand je leur demandais, par exemple, pourquoi cet enfant pleure, ils étaient surpris de ma question. Mais je peux pas savoir puisque je ne connais pas cet enfant, même si j'ai des connaissances théoriques, belles, universitaires, tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'était un grand dialogue avec les collègues, justement, de leur montrer qu'en fait, on était tout petits, enfin tous, mais qu'ensemble, on pouvait faire des belles choses. Et ils en avaient conscience totalement aussi, hein, que travailler ensemble, ça prend du temps, mais c'était très riche. Le fait d'être vue comme européenne, parfois, c'était pesant parce que j'avais l'impression que tout reposait un petit peu sur nous, dans leur regard. Parfois, on a essayé d'interpeller, par exemple, on a eu de la chance parce que l'Italie est une grosse ONG. On a eu le soutien du ministère de la Santé qui est venu à l'Italie et qui, justement, nous a demandé quelles étaient nos difficultés dans le centre. Et c'est là qu'on leur a partagé le fait de cette vision qu'on ne savait pas tout, qu'on venait d'être diplômé, parce que Laure a été diplômée en même temps que moi. On ne sait pas tout et c'est ça parfois qui est pesant, c'est ce qu'on leur a dit. Ils étaient choqués de notre... comment dire ? Ils étaient interpellés par notre réflexion et ont confirmé ce que nos collègues pensaient, en fait. Ils nous ont dit « Ah bon, mais vous savez pas tout, vous avez fait des études en Europe. » Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que la différence d'enseignement en Afrique du Sud, mais qui commence à changer, c'est que quand on a fait des études, on sait, alors qu'en Europe, on nous apprend que plus on apprend, moins on sait, en fait. Et justement, de déconstruire à la fois ça pour soi. Hein. Moi-même, j'avais besoin de l'expérimenter aussi et de pas arriver comme sachante. Mais à la fois, Fidesco nous disait aussi, vous venez comme serviteur inutile. Et les personnes ne nous voyaient pas comme ça. Alors que, clairement, on l'était 2 fois plus que ce qu'on pensait. Je pense que ce que j'ai apporté, ou ce qu'on a apporté plutôt, c'est l'amitié. Parce que c'est ce qui reste. Dans le sens où, quand on est retourné en Afrique du Sud au mois d'avril avec Laure, ma binôme, je le savais avant, mais j'ai vraiment pu le ressentir sur place, c'est que tout ce qu'on a mis en place avec les résidents, le développement des compétences,
certains qui avaient fait des progrès qui, en fait, avec la maladie et parfois le manque de thérapie, ont perdu en capacité. Et en fait, ce qui reste, c'est pas du tout ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment l'amitié, les relations, les moments partagés. Je dirais qu'il y avait un peu 3 types de... Enfin, pour mettre les gens dans des cases. 3 types de résidents. Il y avait ceux qui n'avaient aucune conscience de leur environnement. Enfin, en tout cas, qui ne pouvaient pas montrer qu'ils avaient conscience de leur environnement. Donc, quand on les a retrouvés au mois d'avril, pas de changement, pas de réaction particulière. Des résidents qui comprennent leur environnement, mais plus instantané. Ce qui fait que quand on est revenu, je pense qu'ils ont senti qu'on était des habitués, qu'ils nous connaissaient, mais sans savoir qui nous étions et quand est-ce qu'on était là, qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Enfin, je pense qu'ils ont juste ressenti par... Déjà, nous, on n'a plus peur des résidents, parce que c'est vrai que certaines déformations pouvaient faire peur au début, mais en fait, comme on était à l'aise, bienveillante, enfin, ils l'ont senti tout de suite, donc sont venus vers nous, mais sans, je pense, se rappeler de ce qui s'est passé avant. Et après, certains résidents qui comprennent totalement leur environnement, mais qui ont des simples freins physiques, mais qui peuvent communiquer par des pictogrammes, des gestes pour montrer qu'ils comprennent leur environnement. Alors, Sean, c'est un homme de 30 ans maintenant. Il a des grandes déformations physiques qui sont assez impressionnantes. Hein. Je pense que je ne peux pas décrire, mais son corps est totalement désordonné. Et c'est un jeune homme qui comprend tout. C'est assez impressionnant. Sa compréhension, elle est intacte. Et en fait, quand j'ai découvert qu'il comprenait, j'ai essayé de communiquer avec lui par pictogramme. Et donc, c'est des pictogrammes, oui et non. Enfin, c'est 2 cartes de couleur, parce que sa mobilité ne permet pas qu'il ait plus de cartes que 2. Donc voilà, il a une main qui est fonctionnelle et qui lui permet d'attraper la carte. Je pense qu'on est à 30 secondes par carte. Donc voilà, la conversation peut être lente, mais justement belle du coup. Et aussi, ça demande, enfin les pictogrammes, ça demande beaucoup d'imagination aussi en termes de questions, parce que les questions peuvent être uniquement oui et non. Donc voilà, à l'infini, mais il faut aussi trouver le thème de la conversation, qu'est-ce qu'il a envie de dire, voilà. Donc ça, c'était très riche et on pouvait échanger pendant des heures. Et justement, j'avais une anecdote avec Sean, parce qu'en fait, comme les résidents ont des handicaps très lourds, il y a beaucoup de décès. Ça faisait partie du quotidien. Et à la mort de Themba, moi, j'étais pas très à l'aise et j'avais peur d'annoncer la mort à certains résidents, dont lui. Et en fait, je me suis pris une vraie leçon, parce que quand je lui ai dit, il a rigolé aux éclats. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mes peurs et que lui, il avait une foi immense et que pour lui, c'était déjà son quotidien. Et en plus de ça, que ça dépassait déjà les mots. Et puis, voilà. Donc, c'était une grande leçon d'humilité pour moi, comme beaucoup d'autres. Justement, à la mort de Themba, je pense que c'était un résident avec lequel j'avais beaucoup travaillé, à qui j'avais appris à manger seule. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions en me disant, mais en fait, à quoi ça sert? Et en fait, la réponse, c'est simplement, j'étais présente. Apprendre à manger seule, est-ce que c'était vraiment le fond? Je suis pas sûre. C'était juste passer des moments avec lui. Donc, du coup, je pense que c'est un des premiers résidents auquel j'étais vraiment attachée, qui est décédé. J'ai une collègue qui m'a croisée, en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de larmes quand même, qui m'a croisée, qui m'a dit « Mais pourquoi tu pleures? Il est déjà béni. » Et donc, je me suis pris, ça me serre les tripes encore maintenant. J'ai trouvé ça hyper beau et très juste, en fait, de dire ça, parce que quand on a la foi, et ce que Fidesco aussi partage, c'est vrai. Donc voilà. Après, cette mission, elle a été particulière pour moi aussi, parce que j'ai eu 2 décès en France quand j'étais en mission. Donc, à la fois, le fait de le vivre au quotidien, et d'en parler avec des collègues, mais librement, parce que tout le monde prie ensemble, tout le monde a une foi justement du ciel immense. Ça m'a aussi aidé à vivre ces décès en France, alors que j'étais loin, même si Fidesco nous prépare en discernement, de nous dire par exemple que nos grands-parents pourraient décéder quand on est en mission. C'est pas forcément évident. Et puis j'ai aussi un ami qui est décédé en France à ce moment-là, donc du coup c'était
C'était très fort de pouvoir le vivre avec mes collègues qui étaient incroyables et qui avaient l'habitude, en fait, aussi de vivre des moments comme ça, parce qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'accidents de la route, que voilà, par le manque de soins aussi, on peut aussi perdre des collègues. On a été baptisés en Afrique du Sud. On a reçu nos prénoms par différents habitants. J'ai été baptisée à Soweto, à Kliptown, par notre Lantla qui m'a qui m'a donné le nom de Puleng, qui veut dire la reine de la pluie. Ce qui est une bénédiction en Afrique du Sud, hein, pas forcément à Paris, mais donc, ouais, il m'a donné ce nom-là et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que, en fait, au Lesotho, une vieille dame m'avait baptisée déjà une première fois Puleng dans un village, sauf que je ne parlais pas Sotho et je ne comprenais absolument rien. Et en fait, elle arrêtait pas de me montrer du doigt en disant Puleng, Puleng, et je lui disais non, je m'appelle Blandine. Et donc, c'était vraiment le clin d'œil de. Enfin, les prénoms ont une signification et puis on le reçoit et en fait, c'est drôle qu'on m'ait donné quand même 2 fois le même nom. Donc voilà, c'est mon prénom et ça a vraiment aussi changé la relation avec nos collègues parce que déjà, ils retenaient nos prénoms parce que soit on s'appelait toutes Marie comme toutes les volontaires d'avant, soit on était les volontaires Fidesco, mais on n'avait pas forcément de. Enfin, Blandine, ils connaissaient pas ce nom, donc ils n'arrivaient même pas à le retenir, ni à le prononcer, ni rien. Donc, le fait qu'ils m'appellent par ce nom, en fait, ça leur a permis déjà de, je pense, me situer individuellement, de donner des surnoms. Et aussi le fait que, après, quand on rencontrait de nouvelles personnes, on se présentait sous notre nom sud-africain, qui était le nôtre, en fait. Hein. Enfin, c'était pas un prénom extérieur, c'était vraiment. Enfin, je le vivais, ce nom. Et du coup, ça montrait aux personnes qu'en fait, on était. C'était pas seulement intéressé vers la culture, mais c'est qu'on faisait partie du pays et que des habitants nous avaient déjà adoptés, on va dire. Donc du coup, ça nous permettait d'avoir une discussion. Enfin, souvent les personnes éclataient de rire en disant mais sérieusement? Je disais oui, oui. Et puis justement, ça nous impliquait directement dans les conversations et puis de raconter justement l'histoire de nos noms et puis de dire d'où on vient et puis voilà. Donc c'était le baptême. Et ça a complètement changé nos relations avec les collègues, de pouvoir leur montrer qu'on était intéressés par leur culture et que c'était pas seulement. Enfin, déjà, on venait pas pour leur dire quoi faire au travail, de leur montrer qu'on venait vraiment pour les rencontrer en vérité et de voir, de les rencontrer dans leur quotidien. Voilà, que notre mission s'arrêtait pas forcément, ne s'arrêtait pas du tout au travail en fait, mais c'était une mission globale de vie quotidienne. Donc dans ma mission au travail, j'ai tout appris par Mamsé, qui était donc la responsable de la section dans laquelle j'étais affectée au début. Donc c'est elle qui m'a appris la langue. Et ce qui est très marquant déjà dans un premier temps, c'est que c'est l'Afrique du Sud, c'est le seul endroit du monde où j'appelais maman une autre mère que la mienne. Et j'ai trouvé que c'est très fort. C'est elle qui m'a appris le Sotho, qui m'a appris la culture. Et j'ai une anecdote par rapport à l'amitié qu'on avait, ou même je dirais même pas l'amitié, ce lien familial qu'on avait. C'est le jour où on est allé avec Laure dans le Limpopo. Parce qu'en fait, nos collègues, il y en avait beaucoup qui venaient de cette région-là. Et depuis le début de la mission, ils nous disaient il faut que vous veniez, sauf que on n'organisait jamais en fait. Parce que c'est pas culturel d'organiser, mais aussi parce que en fait ce qui était difficile pour nous, c'est que comme on pouvait pas forcément prendre les transports en commun avec nos collègues pour des questions de sécurité, on n'osait jamais vraiment dire ah bah oui on vient avec vous vendredi soir en taxi avec vous. Enfin voilà, c'est des choses qu'on pouvait pas faire. Donc un jour on s'est dit on va prendre une voiture, on va aller dans le Limpopo et puis on les appelle. Enfin on a fait du repérage, donc on a pris la voiture, on a trouvé un gîte dans un parc dans lequel on pouvait dormir. Et puis une fois qu'on était dans le gîte, on les a appelés en disant bah on est dans le Limpopo, où est-ce que vous êtes quoi. Et donc notamment Mamsé a répondu au téléphone et nous a dit mais non mais c'est pas vrai. Enfin elle y croyait pas du tout, mais elle nous a quand même donné, j'allais dire une adresse, mais le nom de la ville où elle était. Et puis après elle a essayé tant bien que mal. Enfin on était à 1 heure de route, mais en fait ça paraît si proche une fois qu'on y est, qu'on est allé jusqu'à la ville où elle était.
Et puis on a demandé aux habitants, enfin en fait, au téléphone, elle essayait d'indiquer, mais en sous-tout en fait, parce que c'est là où comment elle connaît de l'explication, quoi. C'est pas forcément en anglais ou avec des repères plus ou moins faciles, du style il faut tourner à droite ou à l'oranger, sauf qu'il y en a beaucoup. Donc c'était pas forcément évident pour nous de trouver la route. Donc on a beaucoup été aidés d'habitants qui ont fait des détours pour nous montrer la route. Et c'est ce jour-là aussi, vraiment que j'ai pu voir que cette spontanéité, c'était la plus belle chose que je trouve. Parce qu'en fait, du coup, on a été accueillis de manière simple et vraie, où elle n'a pas eu le temps non plus de préparer des choses, de prévenir toute la ville qu'on était présente. Et justement, juste d'être dans la rencontre simple avec elle, c'était vraiment une belle chose. Et en fait, pour réexpliquer, le Limpopo, donc c'est une province qui est au nord de Johannesburg. Et comme nos collègues, quand ils ont des jours de repos, souvent retournent dans leur famille. Donc on a pu rencontrer sa mère, on a pu rencontrer ses frères et sœurs, on a pu rencontrer ses enfants qui ne vivent pas du coup à Johannesburg. Et après, on a pu faire la route ensemble pour retourner à Johannesburg au travail. Donc elle a pu aussi nous montrer là où elle vivait à Tembisa. Donc c'était assez impressionnant parce que du coup on est rentré dans un quartier qui est très très pauvre avec une vie à l'extérieur qu'on connaissait pas forcément dans notre quartier, qui est beaucoup plus sécurisée, où on est arrivé sur un grand terrain de foot avec j'allais dire des milliers de gens, mais je pense que c'est mon esprit qui déforme. Et puis on a garé la voiture là et tout le monde s'est retourné, je pense en se demandant mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est peu habituel. Et puis on a pu aussi du coup rencontrer son mari, voilà, et son espace de vie, ses voisins. Ça a changé aussi de montrer encore une fois qu'on était là pour eux en fait, et qu'on n'était pas, oui, Fidesco nous envoie pour travailler sur place, pour faire des formations, mais en fait ce qu'ils nous disent pendant les temps de formation, c'est aussi qu'on est là pour ce lien d'amitié en fait qui est à la fois simple, facile et à la fois très étonnant parce qu'en fait on n'a rien en commun si ce n'est la foi. On n'a rien en commun et pourtant c'est profond. Et justement quand on est retourné au mois d'avril, je pense qu'on n'osait pas forcément croire au fait qu'on allait retourner parce que le départ avait été un peu inattendu, on va dire. Donc du coup, on avait seulement prévenu la CEO d'Italeden, la PDG d'Italeden, et très peu de monde était au courant, même si savait qu'on allait venir, mais je pense que ni eux ni nous n'y croyaient. Et les retrouvailles étaient incroyables. Je sais même pas comment le décrire. C'était très fort. C'était comme revenir à la maison, en fait. Moi, je pense que à la fois de mon histoire personnelle où j'ai déménagé tout le temps, et je pense que c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps ces 2 ans de mission. Forcément, ça permet d'être vraiment ancré dans un endroit, et à la fois aussi par la force de la mission et des émotions qu'on a pu vivre sur place. En fait, ce qui était très riche, c'est qu'on a pu, comme on est resté 2 semaines en Afrique du Sud, on a pu à la fois retrouver les personnes, on était beaucoup dans l'émotion, beaucoup complètement débordés. Et en fait, je dirais que c'est la 2e fois, la 3e fois où on se revoyait, qu'on pouvait vraiment retrouver des discussions profondes et retrouver ce cœur de la mission. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on se retrouve, c'est juste des cris, des larmes, de joie, de tout en même temps, de tout mélanger, mais sans... Ouais, mais en même temps, ça fait partie des retrouvailles. Heureusement qu'il y avait ça. Mais c'est vrai que de passer 2 semaines, ça nous a vraiment permis de revoir chaque personne, revivre des choses ensemble. Quand je suis revenue, Sean m'a reconnue. C'était hyper fort. Moi, je savais même pas forcément s'il était encore en vie ou pas. Et puis, je sais pas si leur départ leur a expliqué. Je sais pas si notre départ leur a été expliqué. Parce qu'en fait, on est parti de Little Eden sans dire au revoir, à la fin de notre mission. Donc, en fait, on a fait un peu de départ on a dit au revoir aux résidents en visio, parce qu'on a de la chance d'avoir du réseau à Johannesburg.
Donc je sais pas exactement comment le départ avait été vécu, mais après, à la fois en Afrique du Sud, chaque personne vit au jour le jour, et à la fois le handicap fait ça aussi. Mais c'est vrai que se retrouver, c'était un moment très émotionnel. Quand on est retourné en Afrique du Sud, retrouver ses collègues, c'était assez incroyable parce que du coup, on était dans un autre rapport, parce qu'on n'était plus collègues, mais on était seulement amis. Ce qui fait tout en même temps. Seulement amis, mais c'est vraiment tout. On a reçu des vrais merci pour ce qu'on a fait ensemble. Ensemble, c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on n'a pas été formatrices, on n'a pas été juste collègues, on a été vraiment soudés, je pense. Et ce qui était aussi très fort, c'est que nos collègues nous ont confié des choses, des difficultés au travail qu'ils ne nous confiaient pas forcément quand on était collègues. Parce que là, on était, oui, juste amis et juste à l'extérieur, de passage. Ils ont pu se livrer sur leurs difficultés au quotidien. Alors que quand on vivait sur place, j'avais cette impression, mais qui reste quand même très juste, c'est que les Sud-Africains disent jamais quand ça va mal. Ce qui est à la fois très riche et qui peut mettre en difficulté, parce que même si en France on râle beaucoup, parfois la critique, la juste critique, permet d'avancer aussi et d'améliorer le quotidien. Et à la fois, c'est la difficulté qu'on avait aussi de faire verbaliser nos collègues sur leurs difficultés au quotidien pour pouvoir améliorer les choses. Je pense que la mission a été incroyable et un moment très fort pour moi et qui me porte encore aujourd'hui. Parce que j'ai appris qu'on avait le droit d'aimer. Parce qu'en fait, dans ma formation, c'est quelque chose qui commence à changer quand même. Mais on nous apprenait beaucoup, on n'est pas là pour les aimer, on est là pour les aider. C'est une question de juste distance. Voilà, et c'est des choses que j'ai pu déconstruire avec Fidesco et que j'ai pu aussi déconstruire avec ma formation, la formation que j'ai faite l'année dernière. De justement, plus on donne de soi, plus on reçoit. Plus on donne de soi, plus les personnes développent leurs compétences et leur propre amour en fait envers les autres. Qu'on avait le droit de montrer ses émotions. Moi, je suis quelqu'un qui pleure jamais en France. En Afrique du Sud, on s'est appelé les quenas, donc les crocodiles, tellement les émotions, que ce soit de joie et de peine, sont décuplées par la mission. Mais du coup, je pense que c'est vraiment l'apprentissage que j'ai reçu en mission. C'est de pouvoir montrer toutes ces émotions et de pouvoir aimer à la fois ses collègues, à la fois les personnes qu'on n'a pas choisies, à la fois ses colocataires, à la fois ses voisins, voilà, chaque personne qui nous entoure. Merci Blandine pour ce témoignage qui nous a emportés au loin. Et merci à vous tous qui avez fait le voyage avec nous. Si la mission vous parle, abonnez-vous pour ne manquer aucune occasion d'écouter son appel. Et dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la vie d'une famille en mission dans les favelas du Brésil. À bientôt!